Bonjour les amis, je m'appelle Arthur, j'ai 66 ans et je crois que c'est le début de mon journal de bord. Si mes mains tremblent un peu et que l'image n'est pas stable, pardonnez-moi. La vérité, c'est que plus rien n'est stable dans ma vie depuis un bon moment. Si ce que je m'apprête à partager résonne en vous, je vous invite à vous abonner. J'ai le sentiment que nous sommes nombreux à vivre la même chose et peut-être, en parlant, nous nous sentirons moins seuls. J'ai servi ce pays pendant 20 ans. J'ai cru dur comme fer à la promesse qu'on nous faisait. Si tu travailles fort, si tu fais ta part, le système prendra soin de toi. Ou du moins, il te laissera tranquille, te laissera vivre dignement. Aujourd'hui, cette promesse sonne creux, comme une vieille légende qu'on raconte sans y croire soi-même. Chaque mois, ma pension de vétéran me place face à un choix qui ne devrait jamais exister. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? La question est toujours la même, brutale dans sa simplicité. Est-ce que je remplis le réfrigérateur pour manger à ma faim, pour me sentir un minimum humain pendant quelques semaines? Ou est-ce que je paye la facture de chauffage pour être certain de ne pas grelotter dans ma propre maison? C'est une décision absurde, une humiliation silencieuse que personne, surtout pas quelqu'un qui a consacré sa vie à son pays, ne devrait avoir à prendre. Pourtant, me voilà, et le silence de cette maison devient assourdissant. Ce pavillon, ici, c'était censé être la ligne d'arrivée, la récompense après une vie de labeur et de sacrifice. J'ai mes médailles dans une boîte, une photo de ma défunte épouse sur la cheminée. Tous les symboles d'une vie honorable, du devoir accompli. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression de regarder les reliques de la vie d'un autre. Un homme bien naïf, qui croyait que le système qu'il avait défendu le protégerait en retour, au lieu de le laisser glisser doucement vers la précarité. C'est la dignité qui s'effrite en premier, bien avant le confort. Ce n'est pas seulement avoir faim ou avoir froid, c'est la honte. La honte à la caisse du supermarché, quand je dois reposer un article parce que le prix des œufs a encore grimpé. C'est croiser le regard de la caissière, qui vit probablement la même galère, et faire semblant que tout va bien. Nous faisons tous semblant, n'est-ce pas? Semblant que nous ne sommes pas à une facture près de tomber dans le vide. Alors, j'allume cette caméra. Je fais cet enregistrement parce que le silence est un poison qui nous ronge de l'intérieur. J'ai gardé le silence trop longtemps, en regardant ma petite retraite se faire dévorer par une inflation dont les experts parlent comme d'un simple chiffre. Pour moi, ce n'est pas un chiffre, c'est un trou dans mon estomac. C'est l'usure de mon seul manteau d'hiver. J'ai besoin de le dire, de documenter ce que l'on ressent quand le rêve d'une vie se transforme en cauchemar. Bien, parlons de la fente de la boîte aux lettres. Je la considère comme une ennemie. Je vous jure, je peux entendre son clapet métallique s'ouvrir même à travers les murs, et mon estomac se serre instantanément. Ce ne sont jamais de bonnes nouvelles. Juste une nouvelle livraison de demandes, de factures, d'exigences. La facture d'électricité avec une nouvelle contribution tarifaire. L'avis de taxe foncière, me rappelant que je ne suis que locataire de ma propre maison. Chaque enveloppe est une coupure de papier dans l'âme. L'inflation, dont il parle aux informations comme d'un concept abstrait, est une violence quotidienne. Avant, j'aimais faire les courses, planifier quelques bons repas. Maintenant, c'est un champ de bataille psychologique. J'ai ma liste, mais la liste est un vœu pieux. La réalité, ce sont les étiquettes de prix qui vous hurlent dessus. Un simple kilo de viande hachée coûte maintenant le prix d'une belle entrecôte d'autrefois. Je me suis surpris à errer dans les allées, me sentant comme un fantôme dans un musée de nourriture que je ne peux plus me permettre. Et la qualité, mon Dieu, la qualité de tout a tellement baissé. Ils appellent ça la shrinkflation. Moi, j'appelle ça du vol pur et simple. C'est un pillage lent et méthodique de nos vies. Ils pensent que nous ne remarquons pas que le paquet de gâteaux est plus léger, que le rouleau d'essuie-tout a moins de feuilles. Nous le remarquons. Nous remarquons chaque gramme rogné, chaque centimètre volé, parce que nous sommes obligés de le faire. C'est le calcul constant de la survie, et c'est absolument épuisant. Puis, il y a l'isolement qui s'installe, insidieusement. Mes vieux amis, les gars que je retrouvais pour un café, on ne se voit presque plus. Personne ne dit vraiment pourquoi, mais je le sais.
Un café en terrasse, c'est presque 5 € maintenant. Qui a 5 € à gaspiller juste pour s'asseoir et discuter? Alors, nous nous replions tous dans nos maisons, dans nos luttes silencieuses, trop fiers ou trop fatigués pour admettre à quel point nous sommes en difficulté. La communauté que je croyais solide s'évapore. J'ai essayé de comprendre la bureaucratie, de chercher de l'aide. J'ai appelé la caisse de retraite. J'ai attendu plus de 40 minutes en écoutant une version insipide de musique d'ascenseur. Quand j'ai finalement eu quelqu'un, une femme à la voix épuisée m'a dit de remplir un formulaire en ligne. Le formulaire CERFA numéro je ne sais quoi. Je n'ai pas d'ordinateur. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai attendu mon tour, et je me suis battu avec un site web qui n'arrêtait pas de planter. C'est ça, le cœur du problème, n'est-ce pas? Le système vous réduit à un numéro de dossier. Il vous dépouille de votre nom, de votre histoire, et vous transforme en un passif à gérer. Je suis Arthur, un vétéran, un veuf, un homme qui a construit sa propre vie. Mais pour eux, je ne suis qu'une ligne de données dans une machine indifférente. Inutile de vous dire que ma demande d'aide a été rejetée. Vos revenus dépassent le plafond d'éligibilité. Ma misérable pension me rend trop riche pour être aidé. Comment ça, c'est juste? L'ironie est à vous couper le souffle. Je vis dans une maison que je ne peux plus me permettre, dans un pays pour lequel j'ai risqué ma vie, et on me dit que je ne suis pas assez pauvre pour mériter de l'aide. Mais je suis trop pauvre pour acheter mes médicaments et de la viande la même semaine. C'est ça, le piège. Le système n'est pas cassé, il fonctionne exactement comme il a été conçu. C'est un filtre conçu pour vous presser jusqu'à la dernière goutte. Et mon corps commence à le ressentir. Ce ne sont pas seulement les vieilles blessures de service qui me font mal. C'est une nouvelle sorte de douleur, celle qui vient du stress constant. La douleur de dormir d'un œil, inquiet du moindre bruit suspect de la chaudière, parce que je sais que je ne pourrai jamais payer les réparations. C'est le tribut physique d'une anxiété permanente. Ce n'est pas la paix qu'on m'avait promise pour mes vieux jours. C'est une guerre d'usure silencieuse et solitaire. Pendant ce temps, je vois les nouveaux immeubles de luxe pousser comme des champignons en ville. Des tours de verre pour des gens qui vivent dans une économie différente de la mienne. Une économie de richesse virtuelle, pendant que je vis dans une économie de conservation désespérée. Ils parlent de portefeuille d'actions, je parle du prix des pommes de terre. Nous habitons peut-être la même ville, mais nous vivons dans des mondes parallèles. Et mon monde se rétrécit de jour en jour, tandis que le leur semble sans limite. J'ai même envisagé de devenir un peu plus autonome. Installer une petite serre dans mon jardin, peut-être quelques poules pour avoir des œufs frais, soulager un peu la pression financière. Je suis allé à la mairie pour me renseigner sur les règles d'urbanisme. On aurait dit que j'avais demandé l'autorisation de construire une centrale nucléaire. La paperasse, les permis, les règlements, c'était une montagne insurmontable. Il fallait un plan d'architecte, une étude de sol, pour quelques tomates et quelques œufs. Comment est-ce que c'est la liberté? Voilà la vérité. Le système rend l'autosuffisance presque illégale. Il a besoin que vous soyez dépendant. Il a besoin que vous achetiez au supermarché, que vous payiez les factures des grandes entreprises d'énergie, que vous restiez un consommateur docile, branché sur le réseau. Dès que vous essayez de vous déconnecter, de subvenir à vos propres besoins, même modestement, vous devenez un problème à gérer. Vous violez une obscure réglementation. Je voulais juste un peu de sécurité alimentaire et j'ai été traité comme un délinquant potentiel. Alors je regarde mes mains. Elles sont ridées, calleuses, mais elles sont capables. Elles ont servi un pays, tenu un marteau, caressé le visage de ma femme. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le droit de les utiliser pour me nourrir de la manière la plus élémentaire qui soit. Je suis forcé de participer à un jeu truqué qui est activement hostile à ma propre survie. L'impuissance est le pire sentiment. C'est une rage qui bout à l'intérieur, mais qui n'a nulle part où aller. Contre qui crier? Cette frustration se transforme en une sorte de lucidité froide. J'ai commencé à tout éteindre. La télévision, la radio. Tout ce bruit constant est conçu pour vous rendre anxieux, pour vous faire sentir qu'il vous manque quelque chose. Quand j'éteins tout, je peux enfin entendre mes propres pensées.
et mes pensées deviennent de plus en plus claires. La colère est toujours là, mais ce n'est plus une rage aveugle. C'est une résolution froide et dure qui prend forme. La première règle d'un jeu truqué, c'est d'arrêter d'y jouer. Je commence à voir ce statut de paria différemment. Peut-être qu'être un paria d'un système malade n'est pas une malédiction, mais une chance. Si le courant dominant est un fleuve qui se dirige droit vers une cascade, alors être rejeté sur la rive est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver. Je n'ai plus ma place dans ce monde de codes QR et de services par abonnement. Mes valeurs sont analogiques, mes compétences sont réelles. Ma place n'est peut-être plus ici. J'ai commencé à lire. Pas des articles en ligne, mais de vrais livres de la bibliothèque. Des livres sur l'autonomie, sur l'habitat alternatif, sur des gens qui sont simplement partis. Ils ont quitté cette course folle et ont construit quelque chose de nouveau, à partir de rien. Ce n'est pas une vision romantique. C'est un travail brutalement dur. C'est de la terre, de la sueur, des échecs. Mais c'est une vie avec un but, pas une vie de désespoir tranquille à attendre la prochaine facture. L'autre soir, j'étais assis ici, à cette même table. La pile de factures d'un côté, mon relevé de compte de l'autre. Et au milieu, le ticket de caisse de mes dernières courses. Toute l'équation absurde de ma vie était étalée devant moi. Et je n'ai ressenti ni tristesse, ni colère. Juste un vide immense. C'était le fond du gouffre. Et dans ce vide, une pensée est venue, claire comme du cristal, tranchante comme une lame de rasoir. Cette pensée était simple. Ils ne viendront pas. Personne ne viendra me sauver. Le système, le gouvernement, les institutions en qui j'avais mis ma confiance, ils ne sont pas conçus pour me sauver. Ils sont conçus pour me gérer, me traiter comme un problème jusqu'à ce que je disparaisse. Ma survie n'est pas leur priorité. Et à cet instant précis, tout l'échiquier mental a basculé. J'attendais une bouée de sauvetage du navire même qui était en train de sombrer. L'attente était terminée. Ce fut le moment le plus terrifiant et, paradoxalement, le plus libérateur de toute mon existence. Le désespoir s'est évaporé et à sa place, il y avait ce vide. Et dans ce vide s'est engouffré un nouvel impératif, une seule voix puissante et claire. Je dois me sauver moi-même. Non pas en jouant mieux à leur jeu, mais en refusant d'y jouer. Le but n'est plus de gagner selon leurs règles, le but est de quitter la table de jeu. Mon autonomie n'est pas quelque chose qu'ils peuvent m'accorder, c'est quelque chose que je dois prendre. Cette nuit-là, quelque chose a basculé. Ce n'était pas une révélation divine, mais une conclusion froide, mathématique, arrivée au bout d'une insomnie de plus. Assis dans le noir, j'ai regardé les ombres dans cette maison qui avait avalé ma vie et mon argent. J'ai compris que j'attendais un sauvetage qui ne viendrait jamais. J'attendais que le geôlier me donne les clés de ma propre cellule. Dans ce silence, une certitude a émergé. J'ai décidé d'arrêter de jouer à leur jeu. C'est fini. Cette décision n'était pas un acte de faiblesse, mais une déclaration de guerre silencieuse. Ma propre guerre d'indépendance. Le lendemain matin, la peur au ventre mais le cœur résolu, j'ai appelé un agent immobilier. J'ai mis en vente ce pavillon, le prétendu trophée d'une vie de labeur. Chaque objet autour de moi, du canapé usé aux médailles dans leur boîte, n'était plus un souvenir. C'était une encre. Un poids mort me retenant au fond d'un océan de désespoir. J'allais tout liquider. Bien sûr, la peur était là. Une peur primaire, celle de l'inconnu absolu. Tout quitter à 66 ans? La raison criait à la folie. Mais une autre voix, plus profonde et plus puissante, hurlait que la véritable folie était de rester. La vraie démence, c'était de continuer à obéir aux règles d'un jeu conçu pour me faire perdre, en espérant un résultat différent. Je ne m'enfuyais pas. Je prenais enfin l'offensive. Je ne fuyais pas la vie, je courais vers elle. Le jour où le panneau « À vendre » a été planté devant la maison, je n'ai ressenti aucune nostalgie. Juste une sorte de clarté glaciale et libératrice. Cette maison n'était plus mon foyer, c'était mon capital de libération.
Chaque brique était une munition pour mon évasion. Je n'étais plus la victime des circonstances, j'étais devenu le stratège de ma propre survie. Je planifiais cette sortie avec une précision militaire, transformant la frustration en un plan d'action méthodique et implacable. C'était ma dernière mission. Mon objectif n'était pas de trouver un autre endroit où être confortable. Le confort était le piège. Mon but, c'était la terre. Un morceau de terre, n'importe où. Un lieu où je pourrais enfin utiliser mes mains pour construire et non pour supplier. Un endroit où ma valeur ne serait pas définie par mon compte en banque, mais par mes compétences et ma résilience. Je ne voulais plus être un consommateur. Je voulais redevenir un producteur, ne serait-ce qu'à ma propre petite échelle. La décision est prise, et elle est irrévocable. Dans ma tête, les ponts sont déjà coupés. Peu importe ce que les autres penseront. C'est ma vie, ma survie. Je reprends enfin les commandes. Le chemin sera difficile, je le sais. Mais pour la première fois depuis une décennie, ce n'est plus un chemin qui mène vers le bas. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le début de cette grande liquidation. Le processus brutal mais nécessaire de vendre son passé pour s'acheter un avenir. D'accord, le plan était une chose, l'exécution en était une autre. Vendre la maison fut une expérience étrange, un déracinement volontaire. J'ai vu des couples défiler, scrutant les fissures que je connaissais par cœur, jugeant l'endroit où ma vie s'était déroulée. Mais il n'y avait aucune tristesse. Chaque offre, chaque négociation était une étape de plus vers la sortie. Le jour de la signature, en déposant la clé sur la table, je n'ai pas regardé en arrière. Je venais d'échanger une prison confortable contre le capital de ma liberté. Avec cet argent, la recherche du véhicule a commencé. Pas un camping-car luxueux pour des vacances, mais un outil de survie. J'ai écumé les annonces, visité des vendeurs douteux, inspecté des carcasses rouillées. J'ai vu des mensonges polis et des moteurs agonisants. C'était un travail éreintant, plein de déceptions. La liberté exige du travail, et la première tâche était de trouver une monture fiable. Je n'avais pas besoin de confort, juste d'une machine capable de m'emmener loin, sans me laisser tomber au premier obstacle. Finalement, je l'ai trouvé. Un vieux fourgon aménagé, un modèle des années 90, robuste et sans fioritures. Il était moche, sentait le renfermer, et le moteur grognait comme un vieil ours. Mais il était payé comptant, sans crédit, sans lien. C'était ma maison sur roue, mon véhicule d'évasion. Le vendeur m'a regardé comme si j'étais fou. Peut-être que je l'étais, mais en prenant la route, ce sentiment n'était pas de la folie. C'était la première bouffée d'un air que je n'avais pas respiré depuis des décennies. Les premières semaines ont été un baptême du feu brutal. La plomberie a fui, la batterie m'a lâché en pleine nuit. J'ai passé des heures sur des parkings de supermarchés, les mains dans le cambouis, à apprendre la mécanique grâce à de vieilles revues techniques. C'était froid, frustrant et solitaire. Mais chaque problème que je réglais moi-même, chaque réparation effectuée avec mes propres mains, ravivait une flamme que je croyais éteinte, la fierté. L'autonomie n'est pas un état, c'est une conquête de chaque instant. Mon voyage n'était pas une errance poétique, c'était une opération de reconnaissance. La journée, je roulais vers les régions les moins peuplées, les zones blanches de la carte administrative. La nuit, à la lueur d'une lampe frontale, j'étudiais les cadastres en ligne, les plans locaux d'urbanisme. Je cherchais des failles, des endroits oubliés par la réglementation, des terres que le système avait jugées sans valeur. C'est là que se cachait ma richesse, là où personne d'autre ne voulait regarder, là où on pouvait encore être libre. Le processus de vente de mes biens a été méthodique, presque chirurgical. J'ai organisé un vide-grenier de ma propre vie. Les gens marchandaient pour des souvenirs, des fragments de mon passé. Étonnamment, ce n'était pas douloureux. Chaque objet qui partait était un poids en moins. Je ne vendais pas des possessions, j'achetais des possibilités. Chaque pièce de monnaie allait dans une boîte en fer, mon trésor de guerre. C'était de l'argent tangible, réel, pas un chiffre abstrait sur un écran de banque. Une réalité que je pouvais toucher. La route est un maître impitoyable, mais juste. Elle m'a appris l'humilité,
J'ai appris à quel point j'étais dépendant de choses que je tenais pour acquises. Une douche chaude, un toit qui ne fuit pas, l'électricité. Mais elle m'a aussi appris la résilience. Chaque jour était une série de problèmes à résoudre. Où dormir, où trouver de l'eau, comment faire durer le gaz. Mon esprit, autrefois engourdi par l'anxiété des factures, était maintenant affûté, concentré sur la survie immédiate et réelle. C'était épuisant et incroyablement vivant. Ma recherche de terre est devenue une obsession. Je ne cherchais pas un paysage de carte postale, je cherchais de la terre avec de l'eau, un accès discret et, surtout, le moins de voisins et de règles possibles. J'ai traversé des villages entiers qui semblaient endormis, figés dans le temps. J'ai parlé à des agriculteurs, à des vieux dans les cafés. J'ai appris à lire le paysage, à repérer les signes d'une communauté où l'entraide comptait encore plus que les décrets municipaux. La liberté n'est pas l'isolement, c'est choisir sa tribu. Et puis, après des semaines de recherche, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un petit terrain isolé, au bout d'un chemin de terre, dans une région oubliée de tous. Ce n'est pas grand-chose, juste de la broussaille et quelques vieux chênes. Mais personne n'y est venu depuis des années. Le panneau « À vendre » est à moitié dévoré par les ronces. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène avec moi pour explorer ce lopin de terre. On verra ensemble si c'est le début de la fin de ma fuite. J'ai garé le fourgon au bout du chemin. Le moteur a tout sauté une dernière fois avant de se taire, et le silence qui a suivi était total, profond. En descendant, mes pieds ont touché la terre ferme, pas le bitume froid d'une aire d'autoroute. L'air sentait l'humus, la feuille mouillée et la vie sauvage. C'était une odeur que la ville m'avait fait oublier. J'ai respiré à plein poumon, et c'était comme boire de l'eau pure après des années de soif. J'étais là. La défaite était restée derrière moi, sur la route. J'ai fait quelques pas, écartant les hautes herbes qui me fouettaient les jambes. Le terrain était en friche, un chaos de ronces et de jeunes chênes têtus. J'ai posé ma main sur l'écorce rugueuse d'un vieil arbre, un survivant comme moi. Personne n'avait jugé cette terre digne d'intérêt depuis des décennies. Et pour moi, c'était le plus grand des trésors. Ce n'était pas un bien immobilier, c'était un sanctuaire. Chaque feuille, chaque pierre, chaque centimètre de cette terre indomptée me murmurait la même chose. Bienvenue chez toi. Un oiseau s'est mis à chanter, une mélodie simple et parfaite qui a percé le silence. J'ai fermé les yeux. L'image de mon visage dans le reflet blafard d'une vitrine m'est revenue. Ce vieil homme, inquiet, comptant sa monnaie. Cette version de moi semblait appartenir à une autre vie. Ici, il n'y avait ni honte, ni angoisse. Juste le vent sur ma peau et la solidité du sol sous mes bottes. Ce n'était pas un vide. C'était la plénitude la plus absolue, le sentiment d'être enfin à ma place. J'ai regardé mes mains, calleuses et sales du voyage. Il y avait tant à faire ici. Tout était à construire, à défricher, à réinventer. La tâche était immense, presque effrayante. Pourtant, je n'ai ressenti aucune peur. Pour la première fois depuis si longtemps, je voyais un travail qui avait un sens. Un labeur qui n'allait pas payer une facture, mais bâtir une existence. Ce n'était plus une lutte pour survivre dans leur monde, mais l'effort joyeux de construire le mien. Chaque ampoule serait une médaille d'honneur. Voilà la vraie leçon que ce voyage m'a apprise. La sécurité que le système nous vend est une illusion, un contrat que nous signons sans lire les petites lignes. La vraie sécurité, je la ressens maintenant. Elle n'est pas sur un relevé de compte, elle est dans la terre sous mes pieds, dans la solidité de cette poutre que j'ai taillée, dans la connaissance que mes mains peuvent me nourrir et m'abriter. L'anxiété des factures a été remplacée par la fatigue saine d'un travail qui a du sens. Alors, à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ressentent cette même angoisse froide quand le facteur passe. Ce sentiment n'est pas un échec personnel. C'est le symptôme d'une maladie collective. Vous n'êtes pas défaillant, la machine l'est. On nous a appris à nous sentir isolés dans notre lutte, à avoir honte de notre précarité. Mais votre histoire est la mienne, et la nôtre est celle de millions d'autres.
Nous ne sommes pas seuls, nous avons juste été réduits au silence et séparés. On nous fait croire que nous sommes impuissants seuls. C'est faux. Nous sommes impuissants parce que nous sommes déconnectés les uns des autres. Le véritable filet de sécurité, ce n'est pas une aide de l'État, c'est la communauté, l'entraide. C'est le voisin qui sait souder, la femme au bout du chemin qui connaît les plantes médicinales. Notre vrai capital n'est pas l'argent, mais nos compétences et notre capacité à les partager. Le système nous veut consommateurs dépendants. Nous devons redevenir des citoyens coopératifs. C'est pourquoi je vous demande de briser le silence. Racontez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, pas pour vous plaindre, mais pour témoigner. Quel a été votre point de rupture? Quelles compétences possédez-vous qui pourraient aider quelqu'un d'autre? Faisons de cet espace non pas un mur des lamentations, mais une bibliothèque de la résilience, une boîte à outils pour tous ceux qui cherchent une issue. Votre voix est la première pierre de la reconstruction. Partagez-la, nous écoutons. Le temps de l'attente est révolu. Le temps de quémander les miettes à une table où nous ne serons jamais invités est terminé. Il est temps de construire nos propres tables, avec nos propres mains, sur nos propres terres. La route est difficile, mais elle existe. Elle commence par une décision, celle de refuser d'être la victime d'un jeu truqué. Elle commence par la volonté de reprendre le contrôle. Ce n'est pas la fin, c'est le début. À la prochaine, les amis, relevons-nous ensemble.